Bon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Vincent Lewandowski, je suis le responsable du pôle appui territorial formation et accès des jeunes au droit, qui est un des pôles qui, avec la direction de la communication, était chargé d'organiser ce temps d'échange autour de la médiation dans les services publics. Alors, il me revient d'animer cette première table ronde de l'après-midi dont l'objet est finalement très concret, qui est de revenir, la défenseure des droits l'a dit tout à l'heure, sur les apports de la médiation au-delà des situations individuelles afin d'améliorer la relation à l'usager. Alors, dans un premier temps, je veux saisir l'occasion pour remercier chacune et chacun de nos intervenants. Et je vais tout d'abord remercier Madame Olfa Selim, qui va dans quelques instants revenir sur son expérience d'usagère, sur son expérience de bénéficiaire d'un service public. J'appelle également d'ailleurs Madame Ambarek Mirabello, qui est dans la salle et que j'appelle de nous rejoindre également pour nous faire part de son expérience d'usagère et de bénéficiaire, par ici Madame s'il vous plaît, de bénéficiaire d'une médiation qui a été conduite au sein des services du défenseur des droits. Et puis, je souhaite également remercier Monsieur Léry. Vous êtes préfet honoraire, vous êtes également médiateur du département de Charente-Maritime, mais également président de l'association des médiateurs des collectivités territoriales. Je remercie également Monsieur Iannucci d'être présent avec nous. Vous êtes administrateur général des finances publiques, mais également chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal au sein de la direction générale des finances publiques. Et enfin, je remercie Madame Anne-Claire Grandjean. Vous êtes déléguée du Défenseur des droits à Roubaix, animatrice, mais également maître de conférence en droit public à l'Université catholique de Lille. Alors, avant de lancer cette table ronde, je vous propose de visionner une très courte vidéo sur les difficultés qui peuvent être rencontrées par les usagers des services publics et sur la façon dont le Défenseur des droits peut contribuer afin de résoudre ces différentes difficultés. Ouvrir la porte à toutes et à tous. Ouvrir l'accès de chacun à ses droits. Ouvrir le dialogue, la médiation. Ouvrir le regard et veiller au respect de nos valeurs républicaines. Ouvrir la voie au respect des droits. Ouvrir des possibilités, ouvrir des recours. Partout en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer, plus de 500 délégués du Défenseur des droits dans 900 points d'accueil, au cœur des territoires, engagés pour les droits de toutes et tous. Indépendants et libres, à l'écoute et au contact de la population pour ouvrir les chemins du droit. Les délégués du Défenseur des droits œuvrent chaque jour pour le respect de l'état de droit républicain. Alors pour commencer cette table ronde, je vais me tourner vers vous, Madame Selim, ce qui me permet de faire le lien avec la courte vidéo que nous venons de visionner. Et je vais vous demander de bien vouloir nous raconter votre expérience d'usagère qui a fait l'objet d'une décision administrative de refus. Vous avez saisi le Défenseur des droits. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment la médiation a pu rétablir votre droit? Oui, je vous remercie de m'avoir cédé la parole. Donc, merci à toutes et à tous. Je suis honorée d'être ici parce qu'on m'a contactée. C'est vrai que l'été dernier, j'avais fait appel au Défenseur des droits. J'habite le 19e arrondissement. Je suis une maman de 3 enfants. Et le printemps dernier, donc du coup, 2 de mes filles ont reçu leur courrier d'affectation pour leurs écoles. Donc une allait intégrer la maternelle et l'autre l'école élémentaire. Et donc comme c'est sectorisé, donc c'est vrai que on a eu des établissements qui étaient derrière la maison, à part que pour y accéder dans le 19e, donc il fallait prendre beaucoup les escaliers. Et comme c'est une logistique, il faut déposer les enfants le matin, aller les chercher en fin de journée. Donc j'ai formulé 2 demandes de dérogation pour motif handicap et raison médicale.
C'est vrai que ça ne se voit pas comme ça, mais je suis une personne à mobilité réduite, donc je souffre d'une maladie chronique et j'ai du mal en fait à emprunter les escaliers et je tangue, je perds l'équilibre en fait dès que j'ai pas une rampe en fait d'accès. Et donc, comme voilà, l'idée, c'était que je dépose mes filles le matin, que j'aille les récupérer en fin de journée. Ma demande, c'était qu'elles soient scolarisées dans 2 établissements côte à côte et donc dans un terrain assez plat pour qu'il n'y ait pas en fait d'obstacles. Et vraiment à côté de l'arrêt du bus que j'emprunte pour aller travailler. Et pour le coup, donc du coup, j'ai reçu malheureusement un refus. Donc je pensais qu'il y avait peut-être eu une incompréhension. Du coup, je rajoute un courrier de l'assistante sociale qui connaît les difficultés que je rencontre au quotidien et qui appuie ma demande. Donc, je fais un recours pour mes 2 filles. Et là encore, j'ai un retour négatif, en fait, cette fois-ci par mail. Et ça a coïncidé avec le dernier jour de l'école. Et voilà, donc j'étais vraiment dans une situation de désarroi parce que je ne me voyais pas, en fait, comment je pourrais gérer, en fait, la rentrée sereinement. Et pour le coup, bon, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, j'essayais de contacter les directeurs. Ils étaient partis en congé. Je me suis rendue au centre social rue Ménadier où, en fait, une assistante sociale m'a reçue, mais elle m'a dit tant que j'ai eu 2 refus à son niveau, elle ne peut rien faire. Après, j'ai insisté, donc elle m'a dit peut-être ça serait bien que j'en discute avec une juriste du même centre social. Donc c'est ce que j'ai fait et en lui montrant les différentes réponses obtenues, elle m'a dit malheureusement il n'y a aucun texte de loi. Aujourd'hui, c'est chaque mairie en fait qui décide de l'acceptation ou non des demandes de dérogation. Et pour le coup, quand j'étais avec elle dans le bureau, je lui dis alors on s'arrête à ce stade. Elle m'a dit il y a peut-être une solution, les défenseurs des droits. Et je lui dis je connais pas. Elle m'a dit attendez, je vais vous donner leurs coordonnées. Et quand j'étais avec elle, je lui dis est-ce que vous permettez que je les appelle comme je suis à côté de vous et je vous dis que c'est vous qui m'avez envoyé. Et coup de chance, il y avait un créneau qui se libérait 15 minutes après. Donc, ce qui est bien, c'est que c'était rue Campan, c'était pas très loin. Et ce jour-là, j'étais véhiculée, donc coup de chance. Donc là, je vais dans le local. Donc c'est monsieur Noël de Saint-Pulgent qui me reçoit, donc un délégué des défenseurs. Donc il me reçoit, il m'écoute, il prend note de ce que je lui dis et après il me rassure. Il me dit je comprends votre cause et je vais vous défendre. Alors, du coup je dis merci parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant toutes les portes étaient fermées. Mais il me conseille quand même encore en parallèle avec ses démarches de contacter aussi le médiateur de Paris pour pousser davantage mon dossier. Donc, c'est ce que je fais. Et donc, du coup, un mois après, donc, le médiateur de Paris, donc apparemment, ils ont une salle à la mairie du 19e. Donc, dès que la dame m'ouvre la porte, elle me demande quel est l'objet de ce rendez-vous. Là, je lui explique que c'est par rapport à un refus de demande de dérogation scolaire pour mes 2 filles. Et là, elle me dit « Excusez-moi, madame, je vous interromps. On ne peut pas faire de médiation contre la mairie du 19e. » Donc, du coup,
j'ai dit et en fait, elle m'a dit: «Je vous invite en fait à chercher un autre moyen». Bon, j'étais vraiment très, très déçue parce que, je sais pas, je comptais vraiment beaucoup aussi sur la médiation de Paris et c'était pas du tout le même accueil que j'ai reçu, en par rapport aux défenseurs de droits où on m'a au moins écoutée et pour le coup, donc après monsieur, Noël, de Saint-Pulgent donc m'appelle et pour me dire que, il a réussi en fait, à avoir le maire en personne et que pour le coup, une de mes demandes de dérogation, a été acceptée et pas l'autre. Donc, donc c'était déjà quand même un soulagement parce qu'elle était vraiment pas accessible, la maternelle, et c'est vrai que j'avais beaucoup souffert surtout, parce que celle qui passe à l'élémentaire, celle qui passe au CP était déjà à cette maternelle et j'avais vraiment galéré l'année dernière. Donc du coup, voilà, moi je trouve que le combat continue parce que du coup, je vais refaire quand même une demande de dérogation cette année. Bon, tout le monde me dit ça va pas être gagné comme ça a été refusé la première fois, ça va être refusé la deuxième fois. Mais voilà, j'essaye de demander quand même conseil aux différents directeurs, etc. Et voilà, donc du coup, mais voilà, au moins ça a le mérite d'exister et surtout pour parce que je vous avoue qu'en termes de logistique, déposer mes filles le matin à 8h20, après aller à mon lieu de travail, c'est pas chose facile et les récupérer en fin de journée aussi. Mais voilà, donc du coup, voilà, je voulais juste partager avec vous mon expérience. Merci. Et pour la prochaine, on va essayer de voir avec Monsieur Saint-Pulgent comment on peut vous accompagner, ça va sans dire. Je vous remercie pour cette première expérience qui décrit très bien comment la médiation peut intervenir pour améliorer, pour rétablir, pour vous rétablir dans votre droit. Et alors là, on va monter un petit peu en généralité avec vous, Madame Amberek Mirabello, parce que vous allez évidemment revenir sur une difficulté que vous avez pu rencontrer, mais également, je crois savoir que vous intervenez pour accompagner des usagers, pour saisir le défenseur des droits. Je vous donne la parole pour à peu près 5 minutes, si ça vous convient. Bonjour. Alors, j'ai eu affaire à plusieurs reprises aux défenseurs des droits pour des situations inextricables, tant pour moi-même que pour d'autres personnes que j'accompagne. J'aide beaucoup de personnes dans mon quartier, dans mon immeuble. Je vais vous présenter 2 cas. D'abord, le cas d'une personne que j'accompagne et ensuite le mien. Le premier, je l'appellerai Youssaf. C'est un monsieur qui était inscrit à Pôle emploi, qui avait toujours remis ses documents à temps. Il se faisait enregistrer au 3949 par une de ses amies, parce que ce n'est pas évident, dans la mesure où on ne maîtrise pas la langue. Et en janvier 2022, alors il devait toucher environ 400 € d'indemnité de Pôle emploi. En janvier 2022, en 2 temps, Pôle emploi lui réclame environ 11 000 € de trop perçus. Donc, je échange de courriers, de mails, etc. Et pour demander des justificatifs. Impossible. Tout était, c'était bloqué. Excusez-moi, j'ai pris des notes. Oui, alors, soi-disant, ça on l'a su après, il aurait eu un emploi sans l'avoir déclaré. Donc, je demande des justificatifs. Dites-nous quel est l'employeur qui a déclaré que ce monsieur avait travaillé. Pas de réponse. J'ai environ 40 fichiers sur mon ordinateur qui correspondent à des échanges entre Pôle emploi et moi-même, et même avec ce monsieur pour lequel j'ai accès à sa boîte mail. C'est-à-dire j'écris des messages à sa place, j'ai accès à son compte, à ses comptes, etc. Donc, j'ai fini par, après avoir eu un tas de réponses complètement à côté de la plaque, j'ai demandé à rencontrer un responsable de Pôle emploi. Ça a été
mais extrêmement difficile. J'ai dû passer par plusieurs états jusqu'à me fâcher et j'ai fini par avoir un rendez-vous avec ce monsieur. Je vous passe les détails. On lui demande de constituer un dossier, etc. Et puis, rien. À nouveau, des relances. On lui demande de rembourser presque 500 € par mois. Alors, ne sachant plus quoi faire, je me suis adressée à monsieur de Saint-Pulgent. Un vrai bonheur. Oh. C'est bien, vous êtes bien tombé. Et il commence à me connaître. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il m'a demandé de venir ici. Et voilà. Donc, tout a été résolu. Et il faut quand même souligner le mépris de Pôle emploi. C'est-à-dire que Youssef n'a jamais reçu quelques documents que ce soit disant que son dossier était clos, qu'on ne lui réclamait plus d'argent. Je trouve que c'est très méprisant de la part de cette institution. Je pense que j'espère avoir été claire sur le dossier de ce monsieur. Quant à moi, en septembre 2020, en rentrant de vacances, je reçois un PV, une amende pour un dépassement de vitesse. Et j'étais furieuse parce que je savais très bien que je n'avais pas pu faire de dépassement de vitesse. Et puis, plutôt que de contester et d'avoir des tas de soucis, je fais mon chèque de 90 € que j'envoie au service des amendes. En novembre, un voisin me demande de lui faire un courrier, parce que je suis aussi écrivain public, de faire un courrier parce qu'il avait reçu une amende majorée sans avoir reçu l'amende initiale. Et là, je réalise que mon chèque n'a pas été encaissé. Je m'adresse au service des amendes. Il y a eu un échange de courrier absolument incroyable, que des réactions qui n'avaient des réponses ou des propos qui n'étaient pas en lien avec ma demande. Je finis par envoyer un chèque de 90 € dans une lettre commandée dans laquelle j'explique tout. Je reprends tous les détails des échanges. Ce chèque m'a été renvoyé. Finalement, le 4 janvier, je réalise que mon chèque a été encaissé. Il est débité de mon compte. Je me dis, il a dû être perdu, ça m'est déjà arrivé, il a dû être perdu dans les locaux, voilà. Et un beau jour, je reçois une amende majorée. Et d'amende majorée en amende majorée, je me retrouve avec une somme assez importante. J'ai écrit, pareil, un nombre de mails et de courriers absolument incalculables. Et jusqu'au jour où je me rends compte que cette somme a été déduite de mes revenus de ma retraite de l'éducation nationale. Il faut savoir que ma retraite est de 900 € de l'éducation nationale et ils n'ont pas cherché à savoir si j'avais de quoi vivre. Hein. Ça, c'est même pas la peine. Alors, devant tant d'obstination, enfin, non, pas d'obstination, c'est vrai, moi j'étais obstinée, mais voilà. Donc, j'ai rencontré M. de Saint-Pulgent, rue Compan, dans le 19e, et l'affaire a été résolue. Alors, il faut dire qu'aussi, j'ai eu un problème avec ma banque qui n'a pas voulu reconnaître. Enfin, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le chèque a été détourné, falsifié et encaissé par une tierce personne. Ma banque n'a pas voulu reconnaître, alors que c'était évident, c'était gros comme une maison, que le chèque était falsifié. Je me suis battue avec ma banque. J'ai été remboursée par ma banque et le service des amendes m'a fait un remboursement. Voilà, alors simplement, ce que je dis, c'est que à chaque fois que je me suis adressée à lui, il était horrifié par les situations que je présentais. Là, je vous en ai donné 2 exemples, mais j'en ai plusieurs. Et là, le point d'accès au droit, où se tient la permanence du délégué du défenseur des droits, est essentiel et indispensable à notre société. De plus en plus connectée, et de plus en plus de difficultés à joindre pour se faire entendre et faire valoir ses droits. Et surtout lorsqu'il y a une barrière de la langue. Les gens dont je m'occupe, pour la plupart, ne maîtrisent mal le français ou alors n'ont pas les connaissances suffisantes pour se défendre. Merci beaucoup Madame Ambareg Mirabello. Vous avez décrit avec des mots très simples
la situation kafkaïenne dans laquelle peuvent se trouver un certain nombre d'usagers et comment le délégué du défenseur des droits constitue une présence physique qui permet d'écouter les gens à un moment donné où effectivement de plus en plus la présence physique des services publics tend à reculer. Alors c'est maintenant un autre regard que je me propose d'aborder avec vous. Maintenant, qui est le regard d'un praticien, si j'ose dire, de la médiation au quotidien. Christian Léry, vous êtes en tant que président de l'Association des médiateurs des collectivités territoriales, en tant que médiateur vous-même de la région de Charente-Maritime, vous êtes évidemment appelé à observer au quotidien presque, j'aurais tendance à dire, les bénéfices, voire les limites qui seront d'ailleurs abordées à l'occasion de la seconde table ronde de la médiation. Et la question c'est une question très directe et très simple que je vais vous adresser, c'est dans quelle mesure, en quoi la médiation peut, lorsqu'elle est actionnée au niveau des collectivités territoriales, peut constituer un levier d'amélioration de l'accès au droit pour les usagers. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais féliciter nos deux intervenantes pour leur témoignage. Je dois dire qu'elles ne sont pas tombées sur un mauvais délégué défenseur des droits, parce que, connaissant bien Noël de Saint-Pulgent, je pense qu'il n'y en a pas mauvais, mais c'est quelqu'un que je connais vraiment particulièrement et qui a sans doute une capacité d'intervention assez importante. Je dois dire que après un peu plus de 40 ou 45 ans d'activité dans des services de l'État, administration centrale ou sur le terrain, je dois dire que j'ai été extrêmement impressionné lorsque je suis devenu médiateur du département de la Charente-Maritime, fin 2018, par le nombre très important de personnes en grande difficulté, en situation de précarité sociale, physique, psychologique, financière. Je rappelle évidemment que le département est principalement en charge des politiques sociales de solidarité, de handicap et autres, et donc évidemment que les personnes que je rencontre sont souvent dans ces situations. Et ce qui m'a frappé, enfin ce qui vient d'être dit également, ce qui est frappant, c'est que dans cette société de plus en plus dématérialisée, dépersonnalisée, j'observe que les personnes ont de plus en plus de difficultés à exposer leurs problèmes à une personne physique, notamment, évidemment, les personnes les plus vulnérables et les plus défavorisées. Ils ont de plus en plus de difficultés à être écoutés, sinon entendus. Et je crois que la nomination d'un médiateur est importante pour que chaque situation, d'une part, que les gens soient écoutés et que chaque demande puisse avoir une réponse adaptée, que toute cause de litige soit résolue et aussi que soient minimisées les frustrations et les sentiments d'injustice, parce que je crois véritablement que dans notre société, il y a, pour une partie importante de la population, un sentiment de frustration et d'injustice qui est très fort. Et donc, dans cette fonction tout à fait nouvelle pour moi, même si j'avais fait de la médiation sans le savoir, dans différents postes, notamment lorsque j'étais préfet de Corse, où effectivement, il y avait parfois quelques nécessités de faire de la médiation, mais sans en avoir effectivement les compétences. La première chose, je crois, c'est d'écouter avec empathie et bienveillance les récits de ces personnes, dont certaines sont en but à des administrations depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois plus. Et donc, la première chose qui est importante, c'est que ces personnes soient considérées et reconnues dans leur dignité. Et ça, je crois que pour une partie de la population, notamment des populations les plus précaires ou éloignées, effectivement, des codes, comme cela a été dit, c'est effectivement quelque chose qui est très important. Le deuxième élément, je crois, c'était de prendre contact avec le service ou l'organisme, mais à un niveau différent de celui qui traite le dossier. Ça, je crois que c'est assez important. Il est important que le médiateur veille à rétablir un certain équilibre, si vous voulez, entre deux personnes, entre guillemets, radicalement différentes. D'un côté, des administrations qui traitent des dossiers à la chaîne, qui sont là pour appliquer le droit, et d'un autre côté, des personnes en difficulté qui, effectivement, souhaitent simplement que leur situation soit reconnue et qu'ils soient écoutés. Le troisième élément, c'est de faire appliquer le droit. Alors, bon, je dois dire que dans mon expérience, c'est souvent le cas. Pas toujours. Bon. Et donc, lorsque le droit n'est pas appliqué et que ça concerne les personnes les plus en difficulté,
je crois que vraiment, là, il y a matière à intervenir de manière assez énergique. Mais lorsque le droit est bien appliqué, ce qui est tout de même le cas le plus général, mais qu'il conduit à des situations insupportables pour certaines personnes, ce qui est un cas très, très, très fréquent, l'objectif est que le dossier ne soit plus traité en droit, mais traité en équité. Et je dois dire que c'est une notion qui est manifestement assez largement méconnue dans beaucoup d'organismes, beaucoup d'administrations, parce que dans notre pays, plus que dans beaucoup d'autres pays, la réglementation est centralisée et doit s'appliquer uniformément sans aucune différenciation. Ça, c'est un point qui nous distingue, je pense, de beaucoup d'autres pays. C'est la culture tout de même de l'administration française. C'est cette notion d'égalité. Alors, la question qui, je crois, est vraiment importante, c'est comment concilier le respect de la légalité, qui est par nature le rôle de l'administration, qui s'impose à tous, avec le souci de faire prévaloir l'équité, qui fait appel à la notion de justice. Et donc, cette notion d'équité n'est pas une notion récente. Le tragédien Euripide, 5 siècles avant Jésus-Christ, parlait de cette notion d'équité. Plus récemment, dans Les Misérables, Victor Hugo il écrivait « La première égalité, c'est l'équité ». Et donc, je crois que cette question d'équité doit être au centre des réflexions que doit avoir le médiateur, mais qui est, je crois, assez éloigné de la culture de l'administration française. Enfin, je parle plus de l'administration étatique, si je puis dire, ayant connu beaucoup plus cette... mais dans les collectivités, c'est assez différent. Et je dois dire que parmi les services déconcentrés de l'État, dans mon département, je dois dire, et c'est d'ailleurs ça a été une assez grande surprise pour moi, que c'est dans les finances publiques que j'ai rencontré la plus grande ouverture à la prise en compte de l'équité. Et dans le règlement des litiges, avec des conciliateurs qui sont présents dans chacune des DDFIP, que vous connaissez bien, M. Iannucci. Donc je voulais tout de même le mentionner parce que c'est quelque chose qui peut paraître assez surprenant. Parmi les... Je parle des services déconcentrés. Je ne parle pas, évidemment... Je ne porte pas de généralité sur la pratique de l'équité dans tous les organismes, organisations, mais au niveau des services, je parle uniquement des services déconcentrés de l'État. Et donc, je crois que la médiation est sans aucun doute un levier d'amélioration de la relation entre usagers et les administrations. Elle permet d'éviter les recours contentieux, source de tensions, de perte de temps et d'énergie. Elle permet aussi de faire évoluer certains dispositifs. Et ça, je crois qu'on est au cœur de la question, en cas de dysfonctionnement observé à partir des propositions soumises par le médiateur. Alors, en ce qui concerne les médiateurs des collectivités territoriales, aujourd'hui, il y a à peu près une 60aine de grandes collectivités qui ont un médiateur territorial, des régions, des départements, des agglomérations et des villes. Il y a une loi assez récente, du 27 décembre 2019, la loi relative à l'engagement dans la vie publique, dans la vie locale et la proximité de l'action publique, qui a institutionnalisé le médiateur territorial, qui a indiqué que, évidemment, l'institution de médiateur était facultative pour les collectivités. Il a indiqué que c'était la gratuité. Il a également indiqué que la saisine de médiateur territorial suspend les délais de recours. C'est un point assez important. Mais cette loi a également indiqué, elle a rendu obligatoire le rapport d'activité qui est transmis à l'organe délibérant de la collectivité et qui, généralement d'ailleurs, est présenté en séance plénière. Et donc, ce rapport, il est indiqué dans la loi, je cite, que ce rapport peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale. Alors, à titre d'exemple, je citerai parmi les 13 propositions que j'avais faites en 2020, je peux en citer 2 ou 3, mais j'insisterai plus sur une d'entre elles. Une des propositions, c'est de réduire à 2 mois le délai de réponse des services au recours gracieux ou recours administratif préalable obligatoire. Je dois dire que j'ai constaté parfois des délais de 14 mois, parfois on ne répondait jamais. Bon. Donc ça, c'est un point vraiment très, très, très important, c'est que les délais de recours, de réponse au recours gracieux soient limités. Deuxième élément assez important, c'est que dans toute décision de l'administration départementale de Charente-Maritime, il est indiqué que la personne peut saisir le médiateur départemental dans tous les courriers, effectivement, qui concernent une décision du département. J'ai également proposé que tous les directeurs et directeurs généraux suivent un stage de 2 jours sur la médiation et le règlement des conflits amiables. Ça, c'est un point qui peut être important. Et je voudrais insister sur une autre proposition que j'avais faite, qui a été mise en œuvre actuellement, qui concerne les problèmes de fraude au RSA. Bon, donc il y a une experte
de la CNAF qui va intervenir tout à l'heure. Bon, vous savez que dans les départements, les CAF sont les opérateurs, effectivement, en ce qui concerne l'attribution du RSA. Le financement est assuré par les départements et ce sont les départements qui agissent en justice. Et donc, ce que j'ai demandé, c'est que même si je n'ai pas été saisi par une personne, qu'aucune décision de saisine du procureur de la République par le département ne soit faite avant qu'il y ait une réunion préalable organisée par le médiateur en présence de la CAF, des services du département et de la personne. Ça, c'est un point assez important. Cette mesure est appliquée depuis 2020 et je dois dire, sur la première année, sur 17 situations où était envisagé par les services du département de saisir le procureur, seulement 4 ont été mises en œuvre. La médiation contradictoire ayant montré que les personnes concernées, essentiellement des femmes d'ailleurs, étaient plus souvent des victimes que des fraudeuses. Alors, il est clair que quand vous lisiez le dossier, tous les éléments étaient défavorables. Tout semblait effectivement montrer que l'on était dans une situation de fraude. Et je crois que le principe du contradictoire, qui est tout de même pas quelque chose qui est tellement développé dans notre pays, ce principe du contradictoire, mais un contradictoire évidemment bienveillant, permettant aux gens de s'exprimer dans un climat serein où ils peuvent effectivement montrer effectivement que ces personnes étaient bien souvent, pas toujours, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fraudeurs, bien entendu, mais dans bien des cas, effectivement, c'était des personnes qui étaient parfois victimes j'appelle ça parfois de la quadruple peine, victimes de violences conjugales, victimes du comportement de l'ex-conjoint, victimes ensuite à qui on demandait de rembourser des sommes considérables, à qui on envisageait ensuite de saisir la justice et qui, évidemment, privés de toute ressource, généralement, évidemment, étaient dans une situation d'expulsion. Donc vraiment, j'ai été vraiment extrêmement frappé par ces situations. Et donc, d'ailleurs, depuis c'est quelque chose qui est généralisé, que l'on applique de manière systématique. Donc, ce sont des gens qui ne m'ont pas saisi directement, mais qui, maintenant, c'est une forme d'autosaisine, ou en tout cas, saisine maintenant par les services du département, puisque le président du département de l'époque avait décidé effectivement qu'il ne saisirait pas le procureur de la République avant que ces situations médiation contradictoire soient respectées. Alors évidemment, le médiateur, ça j'insiste là-dessus, parce que naturellement, je ne vais pas m'étendre parce qu'on n'a pas le temps de cela, mais l'arrivée d'un médiateur dans les services administratifs organisés, etc., n'est pas toujours reçu avec un enthousiasme général de tous les directeurs et directeurs généraux, il faut bien le dire. Hein. M. Iannucci, bien entendu, il y a des gens qui sont plus ouverts que d'autres, parce que, évidemment, naturellement, le médiateur va parfois soulever des questions indiscrètes. Donc, le médiateur n'est évidemment pas un inspecteur général, il n'est pas là pour donner des bons et des mauvais points, il est là pour traiter des situations, pour placer l'humain au centre des débats contradictoires. Donc, déjà, un, pour qu'il y ait du contradictoire, deux, pour faire prendre en compte l'humain, et pour traiter de situations qui sont complexes et souvent uniques en réalité, et qui souvent, on en parlait tout à l'heure, à l'intersection de services différents aux cultures différentes. Et donc, il faut bien voir effectivement que très, très fréquemment, les situations extraordinairement complexes que l'on peut rencontrer sont liées également, d'une part, avec un service, mais souvent à l'intersection effectivement de problèmes particuliers. Et donc, c'est en cela qu'il est un levier puissant d'amélioration des relations usagers-administration. L'ancien président du département, qui était président de l'Assemblée des départements de France, disait que la médiation est un rouage essentiel de la démocratie, en ce sens qu'elle permet à chaque citoyen d'être entendu. Et je terminerai. Je crois que mon temps est passé, c'est cela? Et bientôt. Je terminerai simplement en insistant sur ce qu'a évoqué Madame la défenseur des droits tout à l'heure, sur les 3 caractéristiques essentielles du médiateur: l'indépendance, la neutralité et l'impartialité. Parce que sans indépendance, il ne peut pas y avoir de distanciation nécessaire avec le système hiérarchique pour un contradictoire équilibré et indépendance dans lequel il peut y avoir un retour de la confiance véritablement des citoyens. Alors bien entendu, il y a la médiation, mais il y a dans les relations usager-administration, il y a évidemment toute une série de processus internes
Et je pense qu'il y a également un certain écueil à éviter, c'est qu'avec la multiplication des médiateurs, c'est que les responsables administratifs puissent finalement laisser un peu de côté ces relations usagers-administrateurs en disant finalement que le médiateur est là et donc il va pouvoir traiter ça. Donc je crois qu'il est très, très, très important qu'au-delà, effectivement, de la multiplication des médiations, que se développe dans les services en interne, parce que le médiateur n'est pas là pour traiter de tous les dysfonctionnements, évidemment, des organisations. Et donc, pour terminer vraiment je dirais que le développement de la médiation, qu'elle soit en amont ou à l'initiative du juge, dont on parlera tout à l'heure, permettra, j'en suis convaincu, de développer une nouvelle capacité d'écoute et de compréhension, de favoriser un climat de confiance entre les citoyens et collectivités ou administrations, et de participer à l'amélioration d'un lien social et à apaiser la société dont on a si besoin aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur Léry, pour cette intervention très complète et qui résonne particulièrement notamment sur la partie fraude, puisque le ciblage contre la fraude a fait l'objet de prises de position extrêmement fortes de la part de la défenseur des droits. Et je retiens de votre intervention, vous avez dit donc l'importance de rétablir l'équilibre, de faire appliquer le droit et d'intégrer l'équité dans la pratique administrative. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Iannucci. Donc je rappelle, vous êtes chef du service sécurité juridique et fraude à la DGFiP et vous êtes le représentant d'une administration centrale qui a intégré de longue date maintenant la culture du dialogue. Puisque on en parlait tout à l'heure en préambule à votre intervention, un médiateur au sein du ministère des Finances a été créé dès 2002. Et du coup, j'aimerais bien que vous nous expliquiez d'abord comment la logique de médiation a-t-elle été intégrée au sein de votre ministère et comment elle contribue à changer les pratiques en tant que telles du ministère. Je vous remercie. Vous avez à peu près 7-8 minutes, s'il vous plaît, Monsieur Iannucci. Merci beaucoup. Alors, donc, je représente une administration, ce qui n'est pas le plus confortable après les témoignages précédents. Donc DGFiP, mais sur le volet fiscal, parce qu'il y a différents métiers au sein de la DGFiP. Et donc domaine fiscal où les relations avec l'usager peuvent être assez tendues. Et donc la médiation s'inscrit dans un contexte général qui vise à l'apaisement des relations et la recherche de solutions consensuelles avec les personnes de bonne foi. Alors, ces évolutions ont été renforcées par la loi ESSOC en 2018. Et j'aurais juste donné quelques points de repère, parce qu'on a un paysage quand même qui est assez complexe, ça a été un peu évoqué. Donc, on a depuis 2002 un médiateur des ministères économiques et financiers, que j'appellerais plus simplement le médiateur de Bercy, que je salue, qui est dans la salle, Christophe Bollinet. En interne, on a institué depuis 2004 un conciliateur départemental, qui est un cadre de haut niveau qui a la possibilité de déjuger le service. Et dans 40% des cas, d'ailleurs, ces saisines donnent droit à la demande de l'usager, alors qu'on appelle, nous, le contribuable. Et de manière générale, il y a eu une extension des voies de recours, donc une procédure là de contradictoire, de recours à des avis de commission extérieure, et d'encouragement de transactions. Voilà, donc c'est tout un ensemble, un changement d'esprit, d'état d'esprit dans un domaine qui est par nature assez régalien, qui rend possible le recours à la médiation, qui n'allait sans doute pas de soi il y a quelques décennies, où on appliquait la loi strictement. Donc l'enjeu préalable, c'est aussi d'articuler ces différentes possibilités. Donc nous, le médiateur de Bercy, considère par exemple qu'il faut d'abord saisir le conciliateur départemental dans les domaines de notre compétence. Et donc c'est important que les différents intervenants soient bien articulés. Donc il y a une grande attention qui est portée aux demandes de médiation dans la phase administrative et alors plus récemment maintenant, y compris dans la phase juridictionnelle. Et donc, c'est vraiment un état d'esprit qui diffuse peu à peu dans les services. Alors, pour la phase administrative, nous sommes rarement saisis directement par le défenseur des droits. Je n'ai pas de statistiques, mais j'ai retrouvé que 12 cas, moi, sur les 3 dernières années. Le canal, effectivement, c'est Christophe Bollinet et ses équipes, qui est le canal principal d'alimentation. Donc voilà, quand je parlerai de médiation, je penserai surtout au médiateur de Bercy. Donc la médiation, elle conduit à faire évoluer nos pratiques sous un double aspect, donc au cas par cas, par les demandes elles-mêmes, et puis du fait des recommandations et propositions effectuées par le médiateur à la lumière des dossiers qu'il traite.
Donc il y a à la fois des conséquences, en quelque sorte, micro et macro. À travers les demandes elles-mêmes, donc il y a un nombre significatif de demandes qui arrivent chaque année. Je crois que, Christophe, tu reçois à peu près 4500, 5000 demandes. Alors, il y a des effets conjoncturels avec la crise sanitaire où c'est plus. Mais donc 90% concernent la DGFiP. Et au sein de la DGFiP, il y a un noyau très important sur la matière fiscale. Donc, il y a un effet nombre qui fait que la médiation fait partie du quotidien des services. C'est important. Ce n'est pas une saisine tous les 5 ans. C'est vraiment un flux continu. Et donc, avec des instructions qui sont données pour que les interventions du médiateur soient traitées dans les meilleurs délais. On fixe une règle générale de 1 mois. Et le médiateur peut saisir l'administration centrale en cas de désaccord avec la position de la direction territoriale. Donc voilà, une médiation qui maintenant est bien intégrée dans l'action administrative. Et puis le deuxième volet, c'est l'aspect plus macro sur des changements de pratique et parfois de la loi suite aux recommandations du médiateur. Donc, ces propositions concernent des sujets de plus ou moins grande ampleur. Donc, je vous épargnerai des exemples trop techniques, parce qu'en matière fiscale, ça peut vite devenir technique. Je donnerai comme exemple un sujet grand public, qui est le prélèvement à la source, qui est intervenu en 2019. Donc, c'était un grand succès pour la DGFiP, mais quand même avec des ajustements à opérer. Donc c'est que le sujet délicat, c'était d'éviter qu'en 2019, les personnes assujetties à l'IR aient à payer à la fois l'impôt sur les revenus 2018 et au fil de l'eau sur l'impôt 2019. Donc il y a eu un crédit d'impôt pour effacer cette double imposition, mais qui était subordonné par la loi au fait de bien déclarer le revenu de l'année 2018. Donc, on s'est aperçu après coup qu'un grand nombre de contribuables n'avaient pas pris conscience de cette obligation déclarative. Donc, nous, les services, effectivement, rejetaient ce crédit d'impôt avec une charge fiscale qui pouvait être assez lourde. Donc là, le médiateur de Bercy a eu un rôle très important pour nous alerter, faire des propositions d'assouplissement. Et donc, on a, par instruction, admis le bénéfice de ce crédit d'impôt, même si la personne n'avait pas fait formellement une déclaration. Donc, c'était un peu contra legem. C'est un peu la difficulté que je vais évoquer, c'est qu'on est dans un domaine où la loi est très, très présente. Donc, on a pris une instruction administrative pour appliquer ce crédit d'impôt, alors ce qu'on a appelé les primo-défaillants. Il ne fallait pas que les gens quand même soient récidivistes dans le non-dépôt de déclaration. Et c'était une situation où, en fait, il n'y avait pas de préjudice pour le Trésor public, parce qu'ils auraient eu droit à ce crédit d'impôt. Donc l'administration, de manière générale, a des marges de manœuvre pour prendre en compte ces recommandations quand il s'agit d'aménagement d'une règle pratique. C'est plus difficile quand ça implique de changer la loi. Alors avec un peu d'humour, je dirais comme que le médiateur peut être entendu au-delà de ses espérances, parce qu'il préconisait la suppression de la redevance audiovisuelle pour certains titulaires de minima sociaux, et emporté par son élan, le législateur a tout supprimé. Donc c'est une demande qui a été satisfaite assez rapidement. Plus sérieusement, il y a une proposition qui portait sur le remplacement d'une réduction d'impôt accordée aux résidents en EHPAD, le remplacer par un crédit d'impôt. Et là, vous voyez que ça va bien au-delà du simple comportement de l'administration et qu'il faut que le législateur s'empare du sujet, éventuellement en remettant en plat l'ensemble des aides fiscales et sociales. Donc là, effectivement, on est un peu démunis pour donner une suite favorable à ce type de proposition. Le deuxième point que j'évoquerai très rapidement, c'est la médiation au cours de la phase juridictionnelle. C'est beaucoup plus récent. On n'a pas vraiment de retour d'expérience, mais la demande des tribunaux administratifs, on rentre dans ce mécanisme. J'étais surpris d'apprendre que même la Cour de cassation voulait faire de la médiation, alors que vraiment on est quand même dans un univers de droit assez pur. Nous, notre doctrine, c'est que ça s'applique vraiment pour des litiges de proximité, de faible intensité, qui ne posent pas de questions juridiques difficiles ou nouvelles. Et donc voilà, si nous acceptons le principe de la médiation, nous avons bien entendu une préférence pour recourir au médiateur de Bercy. Alors non pas parce que nous anticiperions qu'il serait plus favorable à nos positions, mais parce que, outre sa grande compétence, il est gratuit, ce qui est un avantage non négligeable. Voilà, donc en conclusion, la médiation est un élément essentiel de la relation de confiance
entre les citoyens et l'administration. Et quel que soit le sens de la recommandation, il y a un rôle pédagogique essentiel, ça a été abordé, pour expliquer le sens des décisions finalement retenues. Elle oblige l'administration à se poser des questions sur le sens de telle ou telle mesure ou pratique. Et l'extériorité et la neutralité par rapport aux parties font sa force par rapport à tout ce qui existe déjà au sein de l'administration. Donc, c'est par ailleurs un capteur essentiel pour identifier les points qui posent des difficultés récurrentes dans les relations à l'usager, donc vraiment un rôle d'alerte. Avec une limite importante, comme je l'ai dit pour nous en matière fiscale, hein, qui est très encadrée par la loi. Et on estime que des questions de pur droit ne se prêtent pas forcément à la médiation. Il y a un attachement très fort qui est évoqué au principe d'égalité devant la loi. Donc, il ne faut pas qu'on soit accusé non plus d'être discrétionnaire hein, dans son application. Et voilà, donc nous, les domaines privilégiés, ce sont vraiment l'appréciation de situations de fait, des sujets d'équité, d'application mesurée de la loi fiscale, ou lorsque le droit applicable est imprécis. Et donc, ça permet de récupérer des situations dans lesquelles les mécanismes de dialogue interne ont échoué. Donc voilà, c'est un élément important dans l'éventail des mesures qui permettent vraiment d'apaiser les relations avec les contribuables et d'éviter les contentieux. Et merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour vos propos pour l'administration des finances publiques. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Iannucci. Alors, vous êtes parfaitement conformé au cadre des 8 minutes, donc bravo, Monsieur Iannucci. Et nous allons sans doute revenir à l'occasion sur vos propos, à l'occasion des échanges, mais je rebondis sur une chose que vous venez de dire, c'est les questions de pur droit peuvent-elles se confronter à la médiation. Excusez-moi, du coup, je me permets de vous solliciter sur la base de cette question. Donc, vous êtes délégué du Défenseur des droits dans le Nord, je le répète. Et au fond, j'ai envie de vous poser une question très simple, c'est est-ce que les questions de pur droit peuvent-elles être confrontées à la médiation? Première question. Et plus largement, j'ai envie de vous inviter à réagir à tout ce qu'on a entendu cet après-midi. Et puis, globalement, à nous donner votre point de vue sur la façon dont les différentes administrations que vous êtes appelées à côtoyer dans votre pratique quotidienne de médiatrice, pas seulement, mais de médiatrice pour le compte de la Défenseure des droits, et bien de nous donner votre point de vue également là-dessus. Je vous remercie. Madame la Défenseure, Mesdames et Messieurs, je remercie tout d'abord très sincèrement le siège du Défenseur des droits, plus particulièrement Madame Clairedon et Monsieur Agazinski, pour leur invitation à m'exprimer ce jour. J'espère le faire très sincèrement en tant que déléguée et animatrice du réseau, au nom de l'ensemble de ce réseau, notamment du réseau local du Défenseur des droits. Les maintenant 10 années de délégation auprès de notre institution me permettent de témoigner, je dirais d'abord à titre individuel, et je l'espère ensuite également à titre collectif, sur le sujet qui nous occupe, justement aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans de la médiation, et plus spécifiquement ici à l'occasion de cette table ronde sur celui de l'amélioration de la relation usager-administration. Alors, déterminer, à l'évidence, si la médiation a une influence positive dans le rapport avec les usagers et l'administration conduit, à mon sens, fondamentalement à avoir une interprétation finalement très subjective, en se posant d'abord la question de ce que serait une meilleure relation entre ces deux entités, entre ces deux personnes, que sont l'administration d'une part et l'usager d'autre part. Pour permettre de mesurer ce mieux, je partirai du postulat de départ, qui est finalement tout simplement le contexte dans lequel nous sommes, nous délégués, et également au niveau du siège, quotidiennement saisis. En pratique, si nous sommes saisis, c'est par essence qu'une difficulté existe dans la relation entre l'usager et l'administration. Absence de réponse, décision défavorable sans motif, ou motivées par des circonstances qui sont parfois incomprises ou imprécises, ou qui sont prises sur le fondement de
bases juridiques légales qui sont techniquement incompréhensibles pour l'usager, eh bien, sont typiquement des exemples flagrants de ce que nous rencontrons quotidiennement sur le terrain. Donc, par essence, le postulat de départ, c'est donc que le défenseur des droits est quasi systématiquement saisi dans le cadre de relations administration-usager que je qualifierais, je me permettrai d'y mettre des guillemets, de conflictuelles. La médiation menée a justement vocation à permettre de trouver un accord amiable et ainsi, je le souligne, d'essayer de tenter d'apaiser cette relation entre l'usager et l'administration. Mesurer l'impact positif de la médiation commanderait à l'évidence une étude très poussée. Et aujourd'hui, je me limiterai à quelques propos qui permettront finalement un éclairage pragmatique de situations dans lesquelles, à l'évidence, les relations entre l'usager et l'administration sont améliorées justement par le recours à la médiation. Je séquencerai mes propos en 2 temps, en vous présentant d'abord les éléments permettant de mettre en exergue que la médiation est effectivement source d'amélioration, comme source ou procédure, élément de nature pacificatrice de ces relations, et ceci qu'elle ait été à l'origine d'une décision favorable pour l'usager, ou, et c'est sans conteste le plus surprenant, mais également le plus évocateur finalement, eh bien également lorsque cette médiation a échoué et qu'elle est finalement source de confirmation d'une décision défavorable. Alors vous l'avez compris, puisque dans les 2 hypothèses de mon raisonnement, eh bien, je vais envisager ce qui est source d'amélioration, que cette médiation ait réussi pour l'usager ou à l'inverse, que cette médiation ait échoué. J'aurai ici, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas, un regard plutôt optimiste, même si, à l'évidence, à la fin, je ne manquerai pas de souligner qu'il existe encore des carences persistantes en la matière. Première hypothèse, donc, de raisonnement, celle dans laquelle la médiation a eu pour effet de tendre à l'édiction d'une décision favorable, même de façon partielle à l'égard de l'usager. À l'évidence, dans cette hypothèse, l'usager aura alors au moins en partie obtenu satisfaction. La relation administration-usager est ainsi améliorée par le résultat obtenu. On peut citer évidemment de nombreux exemples, octroi d'un titre de séjour, d'une allocation familiale, d'une remise gracieuse d'un indu, annulation d'une amende, suppression de la qualification de fraude du comportement de l'usager, sont typiquement des illustrations concrètes que nous rencontrons en pratique. Mais au-delà du gain obtenu, qu'il soit total ou partiel pour cet usager, l'administration, je le crois sincèrement, doit elle-même se réjouir d'une telle hypothèse. En effet, l'ouverture de ce droit ou, à tout le moins, l'atténuation des effets négatifs d'une décision administrative accordée dans le cadre de la médiation permet alors d'éviter cette fameuse phase contentieuse. Enfin, au-delà de la relation administration-usager, c'est aussi le droit et finalement l'état de droit lui-même qui en sont grandis. Dans pareille hypothèse, finalement, une potentielle défaillance administrative ou une violation du principe de légalité ont pris fin par le respect de dispositions légales et réglementaires en vigueur ou éventuellement par application du principe d'équité qui permettrait ou qui permet d'éviter des applications trop strictes de la légalité administrative. Deuxième hypothèse de raisonnement, celle qui peut apparaître un peu plus surprenante, qui tend à questionner finalement l'amélioration de la relation usager-administration, même lorsqu'il y a eu un échec de la médiation conduite. Je dirais qu'à cet égard, il y a souvent, même en cas d'échec d'amélioration, si ce n'est de médiation, si ce n'est une amélioration, à tout le moins, et c'est extrêmement important, un sentiment d'amélioration de la relation entre l'usager et l'administration, pourvu, et là je vais y mettre une condition que je considère comme étant sine qua non, pourvu qu'une réponse circonstanciée de l'administration ait lieu. Car
de cette réponse circonstanciée. C'est de là que renaît finalement, malgré tout, le dialogue, l'échange et la possibilité pour l'administré de prendre connaissance. Et donc, c'est là ce qui importe, de comprendre et éventuellement de s'approprier les raisons de ce refus auquel il a fait face. Dans bien des situations, vous le savez, les délégués, le siège, qui suite à une médiation ayant eu pour effet de générer une décision négative mais circonstanciée, finalement, suite à une médiation, eh bien, endosse un rôle pédagogue tendant à l'explication du refus de l'administration de faire droit à la demande. Souvent, l'explication peut alors permettre de prendre conscience, de faire prendre conscience à l'usager de la légalité, voire pourquoi pas de la légitimité de la décision et ce faisant, mesurer le faible taux de succès d'un contentieux, quand bien même, à l'évidence, le droit au recours reste ouvert. Alors je le sais, et il est quand même important de le souligner, à l'évidence, ce rôle pédagogue n'est pas notre mission première. Nous n'avons pas vocation à nous substituer aux administrations en la matière, mais je tenais quand même, dans un contexte qui est celui de l'amélioration et de l'usage de la médiation dans cette perspective d'amélioration entre les rapports relations administration, eh bien, à souligner ce rôle pédagogue. Je terminerai mon intervention sur finalement une dernière question qui fera certainement la transition avec la seconde table ronde, celle des axes d'amélioration à venir. En pratique, la difficulté majeure rencontrée actuellement concerne l'hypothèse des services publics qui ne reconnaissent pas encore, ou je dirais, pour relativiser les choses, pas encore totalement la médiation comme outil ou procédure de nature à permettre valablement de solutionner une situation administrative. Alors concrètement, en pratique, cela se traduit par tout simplement une absence de réponse de l'administration, y compris à l'égard du défenseur des droits, y compris notamment à l'égard des délégués du défenseur des droits. Nous saluerons que rares sont désormais ces hypothèses, que tout cela a évidemment fortement évolué et qu'elles ne se cantonnent aujourd'hui résiduellement, finalement, qu'au cas d'administration qui exerce pour partie et notamment, je vais relativiser mes propos, des missions régaliennes de l'État. Mais si la justice elle-même a su se saisir de cette opportunité jusqu'à aller consacrer la médiation préalable obligatoire, nous pouvons désormais convenir, je le pense, que la barrière régalienne peut être levée. C'est alors à chacun et à chacune de convaincre. Et je crois justement qu'une journée comme aujourd'hui est une parfaite occasion de faire entendre aux administrations qui sont encore réfractaires à la médiation d'intégrer cette culture de la médiation, car elle est sans conteste un moyen d'assouplir l'unilatéralisme des décisions administratives et, ce faisant, de mieux faire accepter l'autorité de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne-Claire Grandjean. Je vous remercie pour ce propos qui permet effectivement de faire le lien avec la prochaine table ronde qui est consacrée à la question des perspectives pour une médiation de confiance au service des usagers. Mais avant, nous avons prévu un temps d'échange avec la salle. Alors, comme on a démarré un petit peu en retard, de fait, on va réduire un tout petit peu le temps d'échange à 2 questions. Donc, on a prévu un dispositif pour passer le micro. Monsieur, oui. Excusez. Ah, merci beaucoup. Alors, je vous prie de bien vouloir vous présenter, s'il vous plaît. Que je tiens à redresser une erreur historique du premier intervenant. Ce n'est pas sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing que le premier médiateur a été créé. En janvier 1973, il y avait encore Georges Pompidou. Et c'est lui qui est le créateur du médiateur de la République, en la personne d'Antoine Pinet, qui d'ailleurs, chose amusante, a dû démissionner 1 an après pour pouvoir se rallier à Valéry Giscard d'Estaing et mettre un terme à son indépendance de ce fait. Voilà, donc je tenais à retracer cela. Je suis un peu pointilleux parce que j'étais moi-même collaborateur, bien que très jeune, du président Pompidou. Et je me souviens très bien de l'attention qu'il a portée à cette novation qu'il a apportée à la République. Il disait que le médiateur
était la voix de l'opinion et du citoyen dans ses relations avec l'administration. Donc, pardonnez-moi de ce petite intervention, mais il faut savoir d'où on vient pour savoir où on doit aller. Et comme nous célébrons 50 ans de quelque chose, ce quelque chose, il faut le rappeler dans sa réalité. Merci à vous. Merci. Cette précision est apportée. Oui, monsieur. Je me permets de saisir le micro de mon ami Jean-Pierre. Je suis Francis Frison. Je suis un des membres fondateurs du Club des médiateurs de services publics. Et je voudrais juste très brièvement, en vous remerciant de l'organisation de cette journée, rebondir sur ce que Madame a dit tout à l'heure des problèmes qu'elle avait rencontrés dans la ville de Paris. Lorsque nous avons mis en place le Club des médiateurs de services au public, il y avait très peu de médiateurs présents, mais il y avait la médiatrice de la ville de Paris. Il n'y a plus de médiateur de la ville de Paris. Cela veut dire tout simplement que rien n'est jamais acquis, que la médiation, c'est quelque chose de très fragile, qu'il faut la protéger pour pouvoir la promouvoir. Et les propos de Madame la défenseure vont tout à fait dans ce sens. Et c'est pourquoi je me suis senti très honoré aujourd'hui de rejoindre son équipe de délégués. Je vous remercie. Alors, je rappelle que les conditions d'efficience de la médiation seront évoquées dans quelques instants. Peut-être une dernière réaction avant de vous libérer? Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, je vous invite à faire une courte pause de 5 minutes et nous reprenons. Non, madame la... Et nous reprenons pour la deuxième table ronde. Merci beaucoup et encore une fois, merci à toutes nos intervenantes et tous nos intervenants d'avoir pu se rendre disponibles pour nous. Merci beaucoup.